Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Nous sommes mercredi, le 30 juin, 16h30 et des poussières. Alors, je me présente, mon nom est Benoît Doré, je suis maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. J'aurai bien sûr l'honneur de présider cette séance extraordinaire. Je vais présenter les membres du Conseil et les gens de la direction d'arrondissement également qui nous accompagnent. Alors, dans l'ordre où je les vois à mon écran, je vais commencer donc par M. Craig Sauvé, qui est conseiller de ville pour Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Bonjour, M. Sauvé. Bonjour. Dans le même district, Mme Sophie Thiebaud, conseillère d'arrondissement. Bonjour. Dans notre autre district, soit Aimant Saint-Paul Saint-Henri-Ouest, Mme Anne-Marie Sigouin, à titre de conseillère de ville. Bonjour à tous et toutes. Et le conseiller d'arrondissement, M. Alain Vaillancourt. Bonjour tout le monde. Nous allons également dire un bien le bonjour à M. Sylvain Villeneuve, qui est notre directeur d'arrondissement. Bonjour, M. Villeneuve. Bien le bonjour. Et l'ensemble des membres du comité de direction sont présents. Alors, l'ordre dans lequel je les vois, c'est M. Marc-André Hernandez, directeur aménagement urbain et patrimoine. Bonjour. Madame Stéphane Cardinal, directrice culture, sport, loisirs, développement social. Bonjour. Monsieur Christian Bissonnette, des travaux publics. Bonjour. Et Monsieur Benoît Glorieux, direction des services administratifs. Bonjour. Alors, aujourd'hui, à titre de secrétaire d'arrondissement, nous aurons le plaisir d'avoir un procès-verbal rédigé par Mme Daphné Claude. Bonjour. Si vous écoutez la présente séance, c'est que vous êtes allé sur le site Internet écouter la captation vidéo, puisque c'est ce que nous faisons présentement. Nous siégeons en mode virtuel, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai donc déclaré la séance ouverte. Nous avons quorum, puisque nous sommes tous là. C'est donc unanime. On peut aller de l'avant à 10.02, qui est d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Avant qu'on en fasse la proposition dûment appuyée, je mentionne en fait, pour le bénéfice des citoyens du Sud-Ouest, qu'à chaque année, nous faisons une séance extraordinaire, généralement vers fin juin, juillet, dans ces zones-là, parce qu'il y a toujours des dossiers, disons, dernière minute, des dossiers qui n'auraient pas été ficelés à temps pour le conseil de juin, des dossiers parfois qui sont des octrois de contrat pour aller de l'avant avec des réflexions, différents travaux. Il y a des possibilités parfois aussi où c'est des cas citoyens, comme on va le voir cet après-midi, des gens qui attendent après une décision des élus du Sud-Ouest. Et je pense qu'on leur porterait pour certains préjudices si on attendait le prochain conseil d'arrondissement, soit dans un mois et quelques, puisque le CA fait relâche au mois de juillet et reprend au mois d'août. Alors, on va aller de l'avant avec l'ordre du jour. Comme ça, on va pouvoir adopter l'ensemble des dossiers qui y sont inscrits. Ceci dit, juste avant, j'annonce quelques modifications. J'aurai besoin d'une proposition dûment appuyée et surtout faite à l'unanimité, puisque nous sommes en séance extraordinaire. Il doit donc y avoir unanimité des membres du CA qui sont favorables aux modifications, surtout pour l'ajout d'items. Alors, nous ajouterons 40.10, soit de retirer la résolution CA 21-22-01-52 qui vise à autoriser la construction d'un projet mixte sur différents lots de Griffintown qui sont en fait situés dans le quadrilatère formé par les rues William, Peel, Ottawa et Murray. Et par la suite, nous allons retirer 10.06 et 40.02, soit deux dossiers qui sont intimement liés, puisqu'en 10.06 sont les commentaires que nous avons reçus en vue d'une décision à 40.02. Alors, ces deux dossiers seront retirés pour décision ultérieure. Alors, tel que modifié, j'aurais besoin d'une proposition dûment appuyée. J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, ce sera Mme Anne-Marie Sigouin. Ensuite, c'est une proposition appuyée de... Je peux appuyer, Monsieur le maire. Parfait, de Mme Thiebaud. Alors, j'aurais besoin de l'unanimité, donc je vais demander à M. Vaillancourt si ça lui va. Oui, pas de problème, M. le maire. Et à Mme et à M. Sauvé. Ça me va, merci beaucoup, M. le maire.
Et ça me va aussi. Alors voilà, c'est unanime. Généralement, on est capable d'avoir le non-verbal des gens. Là, je vais m'assurer que tout était fait de façon conforme. Alors, 10.04, c'est la période maintenant de questions et commentaires du public. Nous avons reçu des questions. Alors, nous avons reçu des questions. C'était possible de s'inscrire à la période de questions jusqu'à 10 heures aujourd'hui. 5 personnes de mémoire l'ont fait. Alors, je vais demander à Mme Daphné Claude de lire chacune des questions dans leur intégralité et je pourrai y répondre, un membre du conseil pourra le faire ou un membre de la direction également. Donc, Mme Claude, allez-y avec la première question. Richard Maranger, j'aimerais savoir si une date est prévue pour le début des travaux pour les entrées d'eau en plomb sur la rue de Biencourt entre Lorando et Eddy. L'inspecteur nous avait dit que le tout débuterait en juin et il serait important d'avoir un échéancier pour prévoir l'agenda des vacances d'été. Merci beaucoup, M. Maranger, pour votre question. Je peux très bien comprendre que vous avez besoin de cette date-là pour planifier bien vos vacances. Mais les travaux, pour différentes raisons, là, certains ne sont pas tout à fait débutés encore. C'est le cas de ces travaux-là. Alors, la réunion, en fait, de démarrage du chantier va se faire sous peu, en fait, dans la première semaine de juillet. Et donc, les échéanciers, ce sera dans la semaine du 12 juillet que nous serons à même de pouvoir annoncer, en fait, la séquence des travaux. Alors, ça va nous faire plaisir là, de pouvoir effectuer ce suivi-là auprès de vous. Je sais que déjà, vous avez des liens avec les élus et des gens de mon cabinet. Il y a eu des échanges également, je crois, avec votre conjointe. Alors, dès qu'on a des dates, dès que la réunion de démarrage de chantier s'est effectuée, qu'on a un séquençage, je vous donnerai cette information-là avec plaisir, M. Maranger. Sylvie Gagnon. En permettant la construction de tours à condo sur la rue Wellington, la ville n'a pas évalué les impacts que la hauteur des nouveaux édifices aurait sur les bâtiments existants. Ce faisant, elle m'a isolé complètement de tout accès à un système de télécommunication adéquat. Le seul moyen que j'avais de capter des ondes pour la télévision était par satellite. Ces ondes sont désormais bloquées par les nouvelles tours. Je n'ai pas accès non plus à l'Internet haute vitesse qui m'aurait permis de regarder la télévision en ligne. Aucune compagnie de câbleau-distribution n'accepte de me fournir le service car la construction des infrastructures serait trop dispendieuse. Tant qu'à elle, la Commission des services électriques de Montréal refuse de construire le réseau sans avoir reçu une demande d'une compagnie de câbles au préalable. Pourriez-vous réparer les torts causés par la nouvelle construction en demandant à la CSEM de construire l'infrastructure nécessaire pour m'alimenter? Alors, je suis vraiment très étonné d'entendre ces propos que vous nous avez écrits, Mme Gagnon. Alors, on va faire assurément le suivi. Il faut comprendre que les télécommunications sont de compétence fédérale et que pour en fait ce qui est des télécommunications, nous avons à la Ville de Montréal, en fait, c'est surtout les ententes sur le mobilier urbain quant à la technologie 5G. Ceci dit, on va avec plaisir faire le suivi, tant avec la Commission des services électriques de Montréal, qui est effectivement, qui travaille effectivement avec l'ensemble des compagnies comme Hydro-Québec, Gaz Métro, Bell, Vidéotron, etc. Et on va vous revenir pour voir ce qu'on peut faire pour vous, mais je suis vraiment très étonné. C'est vraiment la première fois que j'entends quelque chose comme ça dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, à suivre avec plaisir, Mme Gagnon. Sophie Brunswick, je souhaite m'exprimer aujourd'hui à propos du sujet sensible des prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants de Falun Gong, orchestrés par le Parti communiste chinois depuis 1999, tout ceci à des fins lucratives et dans un silence quasi total. Plusieurs pays ont renforcé leur législation pour prévenir leurs citoyens de ne pas se rendre à l'étranger afin de recevoir un organe illicite. Le Canada est également en voie d'adopter un tel projet de loi. Je suis convaincue que le soutien que les villes peuvent apporter en adoptant une résolution en ce sens aidera grandement le Canada à adopter le projet de loi S-204 à la Chambre des communes. Ce projet de loi est d'une grande importance et peut sauver des milliers de vies. Tout soutien de votre part peut faire la différence. Merci beaucoup, Mme Brunswick, pour votre question. Merci surtout d'avoir pris le temps de nous exposer cet état de fait. À la Ville de Montréal, c'est important que vous sachiez que
nous avons à maintes reprises, et c'est même dans l'histoire de Montréal, de faire de la préservation des droits et libertés un enjeu important. Et en fait, c'est vraiment dans l'ADN de la Ville de Montréal que de s'en préoccuper. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, nos gens du Bureau des relations internationales sont en lien avec le gouvernement du Canada et on va faire le lien avec eux avec plaisir, mais vous pouvez, soyez assurés, en fait, qu'on va suivre la situation. Et déjà, nous avons reçu de telles questions au conseil municipal de mai et de juin et on assure le suivi par le Bureau des relations internationales. Ramiro Coloma. Je suis très inquiet de voir l'inaction de nos politiciens quant aux abus concernant les droits de la personne commis par le Parti communiste chinois en Chine continentale. Plusieurs de mes voisins chinois vivant dans l'arrondissement ont même peur de poser la question du fait des liens politiques étroits entre ce gouvernement totalitaire et nos élus locaux, régionaux et ou nationaux. Quand est-ce que le Conseil compte se prononcer de façon claire et directe à propos de ce sujet en vue de rassurer les nouveaux immigrants chinois de notre arrondissement? Plusieurs d'entre eux sont des réfugiés qui craignent encore la persécution même en sol canadien. Est-ce que le Conseil pourrait manifester son positionnement face à l'influence grandissante du Parti communiste chinois dans notre région, de sorte que la population puisse savoir si le sujet des droits de la personne en Chine leur tient à cœur? Merci beaucoup pour votre question, M. Coloma. De la même manière que je répondais à Mme Brunswick quelques secondes avant vous, nous allons faire le suivi avec le Bureau des relations internationales et que ce soit en Chine ou ailleurs, pour nous, le respect des droits et responsabilités, des droits de la personne sont importants. Et comme je le disais également, c'est inscrit dans l'ADN de Montréal. Les maires qui se sont succédés et mairesses maintenant en ont toujours fait la promotion. Et nous allons donc faire ce suivi-là avec plaisir. Frédéric Bastarache-Ouellette. Je vous écris cette question afin d'aborder le dossier du 1600 Wellington à l'effet de dire que Raymond Logistique a demandé un permis de démolition à l'endroit de l'immeuble. Il faut se rappeler qu'il s'agit du dernier témoin des entrepôts de transit de fruits et légumes de Pointe-Saint-Charles adossés au réseau ferroviaire du secteur. Il faut également se rappeler que le caractère voyou de cette entreprise avec les démolitions illégales à l'intersection Bridge-Wellington. Que compte faire l'arrondissement pour préserver l'immeuble et envoyer un message clair à l'entreprise qui possède une moralité discutable sur le plan de ses agissements? J'invite le Conseil à voir ce qui se passe dans Merci Hochelaga Maisonneuve sur l'ancien site de la Canadian Steel Foundries par rapport au futur du site et l'attitude corporative. En vous remerciant pour vos éléments de réponse, Sud-Ouestement Vôtre. Merci beaucoup pour votre question, M. Bastarache-Ouellette. On reconnaît toujours en vous, à chaque intervention, un amoureux du patrimoine industriel. Alors, la présidente du comité consultatif d'urbanisme du Sud-Ouest, Mme Anne-Marie Sigouin, a des éléments de réponse pour vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonjour, Monsieur Bastarache-Ouellette. Je vous ai d'ailleurs écrit à ce sujet aujourd'hui. Donc, la réponse à votre question est dans la décision, en fait, que le comité d'études des demandes de démolition a prise ce lundi. La décision est prise, la séance a lieu, les présentations, les analyses ont été soumises aux membres et malheureusement, ce n'était pas possible compte tenu des critères de la réglementation qui sont enchâssés dans la loi sur l'aménagement urbain de refuser en fait cette démolition. Alors, je vous ai fait parvenir la résolution qui est un document public puis qui vous en dira davantage sur les motifs de la décision et on pourra se reparler du sujet certainement très prochainement. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse, Mme Sigouin. Je pense, Mme Claude, que ça termine la période de questions des citoyens, à moins que je ne m'abuse. Non, il n'y en a plus. Parfait. Alors, 10.04, c'est ainsi que ça se termine. On serait maintenant à 10.05. 10.05. Excusez-moi, Monsieur le maire. Est-ce qu'en 10.03, s'il vous plaît, j'aurais une petite annonce à faire concernant la période...
Mais vous avez parfaitement raison. J'ai sauté 10.03 parce que j'avais écrit les retraits par-dessus et j'ai sauté 10.03. Alors, je fais amende honorable et je vous cède la parole pour 10.03. Merci, Monsieur le maire. Vous savez que le sujet est important pour moi et pour nous. Là, je voulais profiter du conseil extraordinaire, en fait, pour, comme la séance va être web diffusée, pour inviter les citoyens du Sud-Ouest à participer à notre séance d'idéation virtuelle concernant notre futur plan local en transition écologique. On a eu une séance publique la semaine passée, ou ce lundi, en tout cas il n'y a pas très longtemps, on a eu une séance publique où est-ce qu'on a pu débattre en petits groupes de toutes les idées qu'on veut mettre en place. Donc, je vous rappelle, ce sont nos engagements pour l'environnement. Donc, on a eu 2 plans locaux de développement durable. On s'apprête en septembre prochain au Conseil de déposer nos engagements pour les 4 prochaines années. Et nos objectifs sont reliés au plan climat de la ville. Donc, on veut continuer à poursuivre nos efforts en termes de réduction de gaz à effet de serre et aussi d'adaptation face aux réalités des changements climatiques. On vient de voir une petite pluie torrentielle. Mais en tout cas, je ne sais pas si je peux utiliser ces termes-là, mais pendant qu'on commençait le conseil, il y avait une bonne pluie qui nous tombait dessus dans le sud-ouest, alors qu'on vit donc plusieurs jours de chaleur. On sait ce qui se passe dans l'Ouest canadien. Donc, tout ce qui est l'adaptation du territoire, par exemple, ça va être tout ce qui va être les efforts de verdissement et de plantation d'arbres ou de vignes, comme on l'a fait cette fin de semaine dans Griffintown. Anyway, donc j'utilise le conseil pour rappeler aux citoyens qu'il est toujours possible de participer aux idées qui pourraient être mises de l'avant dans le cadre de notre prochain plan local pour la transition écologique. Et je les invite donc à aller sur le site Réalisons Montréal. C'est sur cette plateforme qu'il est possible de rejoindre donc la réflexion sur le plan local de transition écologique du Sud-Ouest. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté là-dessus. Merci beaucoup, Mme Thiébaut. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, je vois la main virtuelle levée et maintenant l'index de Mme Sigouin. Merci, Monsieur le maire. Alors, je profiterai de ce moment aussi pour souligner une annonce qui a été faite aujourd'hui par la Ville de Montréal pour annoncer des nouveaux aménagements artistiques dans Griffintown. C'est-à-dire que dans le PPU Griffintown, si je ne m'abuse, comme vous dites parfois, il y a cette idée de créer un corridor culturel sur la rue Ottawa qui s'étendrait, en fait, possiblement même du Vieux-Montréal jusqu'à l'extrémité ouest là, de Griffintown. Et puis, les acteurs du milieu culturel s'activent à concrétiser ce corridor culturel. Et là, cet été, on va en voir, je dirais, les premières manifestations avec des installations artistiques sous la gouverne de l'organisme Projet MR63, en collaboration avec l'arrondissement, en collaboration avec la Ville-Centre, avec du financement qui provient de l'entente sur le développement culturel là, dont la Ville bénéficie par une entente avec le gouvernement du Québec. Alors, les artistes Alexis Vaillancourt et Tyla Campo réaliseront des œuvres à différents endroits là, de la rue Ottawa. Et il y a également tout un système de code QR intégré à une signalisation là, distincte qui va se déployer sur la rue pour un peu renseigner les citoyens là, sur cette idée de corridor culturel et comment l'idée se développe. Alors, dans un quartier en profonde transformation comme Griffintown, je pense que ça va faire du bien d'avoir ces activités-là, ces manifestations artistiques-là cet été. Alors, je tenais à en parler et puis je pense que tous les détails vont se retrouver à la fois sur le site de l'arrondissement et sur le site de Projet MR63. Merci. Merci beaucoup, Mme Sigouin. Effectivement, on a émis, suite au comité exécutif de ce matin, un communiqué. C'est une aide financière de 20 000 là, suite à l'entente sur le développement culturel avec le gouvernement du Québec. Alors oui, l'organisme MR63, en fait, il y avait plusieurs actions concrètes du PPU de matérialiser ce corridor culturel Ottawa, rebaptisé depuis Corridor culturel Griffintown. Alors oui, ce sera quelque chose de vraiment très intéressant cet été pour tous ceux qui voudront déambuler dans le secteur. Alors voilà, s'il n'y a pas d'autres commentaires des élus, on aura fini 10.03.
Nous avons déjà fait 10.04, on se souviendra. Et on est à 10.05, prise 2. Alors, 10.05, c'est la période de commentaire du public pour une demande d'usage conditionnel qui vise à autoriser le retrait d'un logement pour un immeuble dont l'adresse est le 468-470 rue Sainte-Madeleine. C'est un point qui est inscrit à l'ordre du jour en 40.001. Alors, il y a une demande qui a été faite en bonne et due forme à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine pour autoriser, dans le fond, dans le quartier Pointe-Saint-Charles, cette autorisation. Alors, on peut, en vertu de notre règlement, aller de l'avant. Alors, ça vise en fait à autoriser le retrait d'un logement dans un bâtiment qui possède actuellement 2 logements. Les paramètres de zonage qui sont prévus au règlement d'urbanisme sont de H1-3, c'est-à-dire qui permettent seulement des bâtiments résidentiels de 1 à 3 logements. Depuis février 2021, c'est plus possible, en fait, de retirer un logement en vertu d'un article, 151.0.0.0.1 du règlement d'urbanisme. Par contre, le règlement sur les usages conditionnels a été modifié pour permettre, sous certaines conditions, certaines exigences et critères, le retrait d'un logement en vertu d'articles au règlement. Alors, c'est un secteur qui c'est important de noter que c'est un secteur qui est résidentiel. Ça présente une typologie qui est homogène avec une prédominance de bâtiments de 2 étages. Alors, il y a des travaux de modification qui sont prévus à être faits à la façade et eux, à une date ultérieure, seront assujettis, enfin, ils sont déjà assujettis, mais on les verra plus tard, au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Et c'est important aussi de noter que l'implantation du bâtiment, elle, va rester inchangée. Alors, on doit regarder les différents critères d'évaluation, soit que l'usage conditionnel proposé doit être complémentaire et compatible au milieu d'insertion. Alors, c'est le cas. La localisation de l'usage conditionnel à l'intérieur du terrain et à l'intérieur du bâtiment, de même que la localisation des accès, ne doivent pas porter à l'atteinte à la jouissance du droit de propriété des occupants des immeubles et les autres. Il n'y a pas d'impact. L'usage conditionnel proposé doit s'intégrer au milieu environnant, tout en respectant l'apparence extérieure de la construction, l'aménagement et l'occupation des espaces extérieurs. Alors, ça demeure inchangé et les modifications à la façade seront regardées selon le règlement sur les PIA. L'usage projeté ne doit pas porter atteinte à l'intégrité architecturale du bâtiment existant. Alors, on verra plus tard que ce sera assujetti, comme je le mentionnais, PIA. L'usage demandé ne doit pas avoir d'impact négatif sur l'environnement quant à la circulation, des émanations, du bruit, etc. Et l'implantation de l'usage conditionnel permet l'utilisation d'un espace qui peut difficilement être occupé à d'autres fins. Alors, en fait, l'espace va demeurer un logement. Alors, il y a des recommandations favorables de la part de la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine et également notre comité d'experts citoyens, le CCU, le comité consultatif d'urbanisme, a lui aussi, il y a environ une bonne semaine, donné un avis favorable. Alors, il y avait une consultation écrite. Généralement, les gens se présentent à la séance du conseil d'arrondissement et séance tenante nous font des commentaires. Pandémie oblige, on a fait cet avis public et les gens avaient du 15 au 29 juin, soit 14 jours, fait 15 jours, pour nous faire des commentaires. Nous en avons reçu un et je vais demander à Mme Daphné Claude de lire ce commentaire que nous avons reçu. Oui, le commentaire provient de Regroupement Information Logement. Le Regroupement Information Logement demande aux membres du Conseil de ne pas accorder la dérogation à l'article 151.0.1 du règlement d'urbanisme pour l'immeuble situé au 468-470 rue Sainte-Madeleine. La possibilité d'une telle dérogation avait été introduite dans le but de permettre à de petits propriétaires occupants d'agrandir substantiellement leur logement afin de créer plus d'espace habitable pour leurs familles, ceci dans l'objectif de garder les familles dans le quartier. D'après nos informations provenant de témoignages ainsi que la consultation des comptes de taxes et du rôle foncier des dernières années, nous savons que les propriétaires des duplex en question ne sont pas occupants. De plus, nous soupçonnons que le but de ces transformations, qui ont été faites sans les permis nécessaires, soit pécunier. Dans ce contexte, accorder les dérogations signifie de donner le feu vert aux investisseurs immobiliers d'agir comme bon leur semble, et ce, sans égard aux règlements en vigueur ainsi qu'aux besoins des communautés vivant dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Je cherchais le petit piton qui désactivait la sourdine.
Alors, parfait. Donc, on a lu ce commentaire. Nous allons en prendre nécessairement en considération pour le point 40.01 plus tard. On se souvient que nous avons retiré le point 10.06 qui reviendra à un moment ultérieur. On serait maintenant à 10.07, qui est toujours la période de commentaire du public, cette fois pour une demande d'usage conditionnel qui vise à autoriser le retrait d'un logement, mais dans Saint-Henri, au 5274, 5278, rue Sainte-Marie. Alors, c'est la même formule. Cette fois, c'était une demande qui a été déposée en bonne et due forme, toujours à la direction de l'aménagement urbain et patrimoine. Alors, cette fois-ci, ce que ça vise à faire, c'est de retirer un logement au deuxième étage dans un bâtiment qui comporte actuellement 3 logements. Alors, les paramètres de zonage prévus dans le règlement d'urbanisme pour cette zone sont exactement la même chose que le dernier, H13, qui fait en sorte que c'est possible de faire du résidentiel de 1 à 3 logements. Toujours selon les mêmes règlements, nous avons les mêmes possibilités. Bon, à savoir, sur la rue Sainte-Marie, l'apparence extérieure et l'implantation du bâtiment vont demeurer inchangées. Alors, on a étudié ça selon les différents critères, les mêmes que tout à l'heure, soit que c'est complémentaire et compatible, que l'usage conditionnel à l'intérieur et à l'extérieur ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétés riveraines et des gens même du bâtiment. Ça doit être respectueux, tant dans sa construction, l'aménagement et l'occupation des espaces extérieurs. Alors, en ce cas-ci, à noter qu'il y aura des travaux d'aménagement intérieur seulement. Et par la suite, même chose sur l'intégrité architecturale, il n'y a rien à changer. Et l'implantation de l'usage conditionnel permet l'utilisation d'un espace qui peut difficilement être occupé à d'autres fins. Ça reste toujours un logement, comme on le mentionnait. Alors, il y a eu consultation écrite qui a été faite toujours aux mêmes dates, du 15 au 29 juin dernier. La recommandation est favorable de la part de la Direction de l'aménagement urbain et patrimoine. Et notre comité d'experts citoyens, le CCU, a aussi émis un avis favorable le 21 juin dernier. Alors, on demandait toujours aux gens d'y aller avec des commentaires. Nous en avons reçu un, cette fois, je pense, du pas pire. Alors, Mme Daphné Claude, le lire dans son intégralité, s'il vous plaît. Donc, le commentaire provient du POPIR. Par la présente, le POPIR Comité Logement s'oppose au retrait d'un logement pour l'immeuble portant les numéros civiques 5274, 5278 rue Sainte-Marie, en dérogation à l'article 151.0.1 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement. Nous rappelons que de très nombreuses et nombreux locataires sont à la recherche d'un logement social à Saint-Henri et dans d'autres quartiers du Sud-Ouest, généralement parce que leur loyer est trop élevé et ou la possibilité de se faire évincer reste présente dans leur quotidien. Chaque jour, nous sommes en contact avec des locataires qui subissent des évictions par leurs propriétaires souhaitant doubler, voire tripler les loyers au détriment des locataires contraints de quitter leur logement, voire leur quartier et milieu de vie. La crise du logement actuel est aussi aggravée par le manque de logements sociaux. Il n'y a pas suffisamment de logements sociaux et la demande est très grande. Il manquerait 500 logements sociaux dans le Sud-Ouest seulement dans Saint-Henri. Cette dérogation au règlement d'urbanisme de l'arrondissement est pour nous inacceptable car il entraîne la perte d'un logement alors même que les règlements étaient censés limiter ce phénomène. Pour nous, il est urgent de protéger davantage les locataires, surtout à faible et moyen revenu, et renforcer davantage le règlement d'urbanisme de l'arrondissement en interdisant les subdivisions et des agrandissements pour l'ensemble des immeubles, incluant les duplex, en interdisant aussi les agrandissements en cour arrière et en considérant que le retrait d'un espace qui n'est pas habitable comme une demande de permis pour subdivision-agrandissement, mais aussi en mettant en réserve les bâtiments et les terrains pour y développer des logements sociaux. Merci beaucoup pour la lecture, Mme Claude, et merci beaucoup à Mme Benessaya pour son commentaire au nom du POPIR. Alors, on va revenir plus tard en 40 sur les aspects réglementaires. On passerait ainsi 20 affaires contractuelles. Alors, en 20.01, c'est d'approuver la convention de partenariat à intervenir avec le Conseil des arts de Montréal dans le cadre du programme de soutien à un projet d'organisme ou collectif qui se termine le 31 décembre 2022. Alors, j'aurais besoin d'une proposition dûment appuyée. Je peux le faire, en tout cas. Donc, j'ai vu M. Vaillancourt et vous serez l'appuyeur, Mme Thibault. C'est adopté à l'unanimité.
20.02, c'est d'octroyer des contributions financières non récurrentes qui totalisent 8 200 $ à différents organismes du Sud-Ouest. Lesquels sont-ils? Alors, c'est Concertation Aimant Saint-Paul pour, de l'aide aux personnes sinistrées pour l'incendie qui est survenu au HLM Angers le 11 avril dernier. Ensuite, il y aura la Maison des jeunes radioactifs pour son projet de camp de jour. Les habitations Oasis de Pointe-Saint-Charles pour un projet d'art mural aux habitations du même nom. La Fondation Santé urbaine pour le soutien de l'activité Défi Vélo 2021, qui couvre en fait l'ensemble des CHSLD de notre CIUS. Et par la suite également, la Ligue des cadets de l'air du Canada pour ces activités en fait qui sont faites au Centre récréatif, culturel et sportif Saint-Zotique, le CRCS. Alors voilà, j'aurais besoin d'une proposition du maire Puy. Je peux le faire, M. le maire. Faite par Mme Anne-Marie Sigouin et vous êtes appuyé de M. Craig Sauvé. C'est adopté à l'unanimité. On passe ainsi la rubrique réglementaire en 40.01. Ce sera regroupé avec 40.03 et 40.04, le 40.02 ayant été retiré de l'ordre du jour. Alors, 40.01, c'est d'autoriser, en vertu du règlement sur les usages conditionnels, oui, le retrait d'un logement sur la rue Sainte-Madeleine. En 40.03, c'est d'autoriser, toujours en vertu du même règlement, le retrait d'un logement pour l'immeuble qui porte les numéros civiques 5274, 5278 rue Sainte-Marie. Et en 40.04, c'est d'adopter, en vertu du règlement sur les PPCMOI, un premier projet de résolution qui autorise le retrait de 2 logements pour le bâtiment situé au 165-169 rue Butternut dans Saint-Henri. Alors, j'aurais besoin d'une proposition dans un premier temps, faite par M. Alain Vaillancourt. Elle est appuyée de moi-même. Et à ce moment-ci, je demande s'il y a des prises de parole. Je vois que Mme Thiébaut a levé la main virtuelle. Allez-y, Mme Thiébaut. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, je voudrais m'exprimer sur ces demandes qui nous sont faites et comme on le voit ce soir, qui se cumulent quelquefois en termes donc de demandes de fusion de logements dans des immeubles déjà existants, dans l'objectif de permettre à des familles de développer leur espace en fait familial, de prendre plus d'espace dans des immeubles qui leur appartiennent. On parle donc de familles de propriétaires. Donc, j'aimerais ça rappeler qu'en mars 2020, on a commencé à poser plusieurs gestes au niveau de la modification de la réglementation dans le Sud-Ouest. On avait eu dans les mois précédents de nombreuses représentations de citoyens qui vivaient ce qu'on appelle le phénomène, ce qu'on a appelé en fait le phénomène des rénovictions, qui peut prendre plusieurs formes. On a eu des témoignages. Quand je dis on, c'est l'arrondissement du Sud-Ouest, mais aussi avec d'autres arrondissements. Il y a eu toute une réflexion, en fait, pour voir comment il était possible pour des arrondissements de mieux connaître le phénomène et de pouvoir tenter de l'encadrer mieux dans un objectif de protéger le parc de logements locatifs en général. Donc, j'aimerais rappeler que, par exemple, nous, dans le Sud-Ouest, nous avons modifié donc notre règlement d'urbanisme pour empêcher la possibilité de fusionner des logements dans les bâtiments de plus de 3 unités. Par la suite, on a modifié ça encore pour que ce soit possible, mais seulement pour une seule unité. Donc, dans les immeubles de plus de 3 unités, de pouvoir unifier 2 unités ensemble. Et aussi, dans le cadre des modifications réglementaires qu'on a mis en place, on a reconnu une étude qui avait été réalisée il y a déjà plusieurs années par le milieu communautaire de Pointe-Saint-Charles et qui démontrait que dans le sud de Pointe-Saint-Charles, il y a beaucoup de duplex et nombreux d'entre eux avaient déjà été transformés en unifamiliales. Donc, il y aurait une particularité du cadre bâti qui démontrerait que il y a eu déjà beaucoup de pertes de logements locatifs dans le sud de Pointe-Saint-Charles, au sud de la rue Wellington. On a demandé à nos services qui ont mis sous étude plusieurs autres secteurs de l'arrondissement, mais mettons qu'on a agi dans le cadre du sud de Pointe-Saint-Charles pour limiter ces fusions aux bâtiments, aux immeubles de 2 unités de logement. Donc là, on est passé de 3 unités à 2 unités. Par la suite, on a modifié aussi notre règlement sur les usages conditionnels parce qu'on voulait se donner une certaine souplesse, en fait. Au-delà des gestes réglementaires qu'on avait posés dans le règlement d'urbanisme, nous reconnaissions qu'il était possible pour une famille déjà propriétaire de son immeuble d'avoir besoin
de trouver un moyen en fait de déroger aux gestes forts quand même qu'on a posés en modifiant le règlement d'urbanisme. Et on a donc ajouté un article que l'on nous demande ce soir d'utiliser en 40.01 et 40.03. Donc, il serait possible de déroger pour des familles propriétaires selon des besoins justifiés. Alors, c'est là peut-être que je voudrais me distinguer. Puis là, je vous ai fait un peu un historique des gestes qu'on a déjà posés. Quand on a ajouté cet article dans le règlement sur les usages conditionnels, j'ai clairement compris que le conseil qui nous était fait était de pouvoir utiliser ce règlement sur les usages conditionnels d'une manière discrétionnaire, excusez-moi, c'est-à-dire que en avis préliminaire, les membres du conseil, l'arrondissement, allaient pouvoir analyser le dossier de la demande. Je trouve que c'est un peu différent de la forme des sommaires décisionnels que nous lisons ce soir, qui semble être beaucoup plus normatif en fait. Les critères sont comme ça, puis si votre immeuble rentre dans ces critères, ben, il semblerait que automatiquement le conseil puisse aller de l'avant. Ce n'est pas du tout la manière dont je l'ai compris. J'ai donc compris que l'utilisation de cet article des usages conditionnels était discrétionnaire, tout comme l'est l'utilisation des PPC-MOI, donc la possibilité de faire un projet particulier, comme on le voit en 40.04. Ça marche pour ce point-là, mais on en voit souvent en fait des PPC-MOI au conseil d'arrondissement, puis à chaque projet, il y a une analyse qui est faite et il peut y avoir des avis préliminaires négatifs qu'on ne sait pas forcément puisque ça n'apparaît pas au conseil, puisqu'on a dit non auparavant. C'est pour ça que j'insiste. Donc, j'ai compris que ce n'était pas automatique. Ça amène beaucoup de discussions à l'interne. On en a eu énormément. Je pense que c'est important qu'on le dise. Personnellement, je remets en question cet article que l'on a créé il y a peu de temps. Je pense qu'on devrait même l'abroger. Ce que je remets en question surtout, c'est cette norme de 120 mètres carrés d'implantation qui existe actuellement. Je trouve qu'elle est trop importante en fait. Quand on sait qu'au niveau du service de l'habitation de la ville de Montréal, on considère un logement famille, 3 chambres à coucher correct à 95 mètres carrés de superficie. Dans le centre-ville, ça descend même à 86 mètres carrés. Je trouve que c'est comme il y a trop de différences avec les demandes qui nous sont faites, qui peuvent parfois amener à avoir une maison unifamiliale qui dépasse 150 mètres carrés et même plus dans un des cas de ce soir. Donc, pour conclure, je voudrais informer les gens qui s'intéressent à cette question-là du fait qu'en ce qui me concerne, je me permets donc d'utiliser de manière discrétionnaire la décision que je prends ce soir et que mon analyse est basée sur la superficie du logement familial qui nous est demandée au bout du compte, la présence ou non de la famille dans le quartier, la réalité familiale de ces requérants, c'est s'ils sont une famille de 4 et plus ou s'ils ont des besoins de bureau à cause de la pandémie, je considère ce genre de facteurs. La localisation aussi, là, le sud de Pointe-Saint-Charles, je crois qu'il faudrait, on ne devrait pas pouvoir déroger dans ce secteur-là avec l'usage conditionnel. Et enfin, je considère l'état du bâtiment aujourd'hui, la possibilité ou non de conserver le logement locatif si on peut agrandir l'espace pour la famille avec, par exemple, l'utilisation du sous-sol, quand ce serait possible, et enfin l'historique de transformation du bâtiment. Ça fait qu'après avoir dit tout ça, merci de votre écoute. Je vais donc demander le vote pour un des 3 sujets, une des 3 décisions qui vont être prises ce soir. Merci. Merci beaucoup, Mme Thiébaut. Donc, de ce que je comprends, 40.04 ferait l'objet d'un vote négatif de votre part. C'est bien ça? Oui, monsieur le maire. Parfait. Donc, j'ai Mme Sigouin qui a levé la main virtuelle. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, comme Mme Thiébaut l'a mentionné, ces dossiers-là ont fait l'objet de beaucoup de discussions, à la fois entre nous et avec les professionnels de l'arrondissement. On est à même, là, depuis quelques semaines, quelques mois, de voir l'évolution des demandes qu'on reçoit et de devoir composer aussi avec le fait que certaines, enfin la plupart de ces demandes-là ont été déposées avant ou en tout début de processus de modification réglementaire, ce qui fait qu'on les traite avec un délai assez important. Et en ce qui me concerne,
c'est un élément dont on doit tenir compte dans la décision que l'on prend d'aller de l'avant ou non. Mais certainement, puis on en a parlé entre nous, c'est quelque chose qui fera l'objet d'une, sans dire une remise en question, disons un ajustement par la suite pour s'assurer que les retraits de logements qu'on autorise soient faits de bonne façon, là, en reposant sur des critères, des balises d'analyse peut-être plus précises ou un peu différentes pour s'assurer qu'on continue au travers du processus à protéger le parc de logements locatifs. Alors, c'est simplement pour dire qu'on va rester vigilant, l'ensemble des élus, sur cette question-là. Merci beaucoup, Mme Sigouin. Je comprends qu'il n'y a pas d'autres prises de parole. Alors, sur celui qui a été demandé, 40.04, donc Mme Thiébaut vote contre. Et les membres, ceux qui sont favorables, 3. Excellent. Alors, voilà, le dossier 40.04 a été adopté à la majorité, alors que 40.01 et 40.03 sont adoptés à l'unanimité. On passera ainsi à 40.05. Il y aura volonté de les regrouper aux fins d'études et d'adoption jusqu'à 40.09. À 40.05, c'est d'édicter une ordonnance qui permet la réalisation d'une murale permanente au 550 avenue Atwater. 40.06, d'édicter une ordonnance qui va permettre la réalisation d'une murale également au 552 avenue Green. 40.07, le même type, mais cette fois pour 65-20 rue Mazarin. 40.08, c'est une ordonnance, cette fois pour autoriser le bruit lors de la livraison et de l'installation de matériaux de façade au 220 rue Peel. Et en 40.09, c'est des ordonnances nécessaires pour la tenue d'événements publics, notamment le cinéma sous les étoiles, les microplacettes éphémères, une consultation publique également dans le parc Louis-Cyr le 18 juillet prochain et le 18 août également prochain. Et ce sera dans le cadre d'études de l'Office de consultation publique de Montréal. Ensuite, il y aura l'OSM au parc Campbell West et également Black and Blue Matters au parc Vinet. Alors voilà, sur l'ensemble de ces ordonnances, j'aurai besoin d'une proposition afin que je puisse les signer dans les 72 heures. Monsieur Vaillancourt, suivi de Mme Thiébaut. Voilà, c'est adopté. Alors, 40.10 maintenant, c'est un point que nous avons ajouté ce soir, soit de retirer la résolution CA21-220152 qui vise à autoriser la construction d'un projet mixte sur le site composé de 3 lots situés dans le quadrilatère formé par les rues William, Peel, Ottawa et Murray. Alors, considérant en fait les commentaires qu'on a reçus dans le cadre de la consultation publique qui s'était tenue du 7 au 21 janvier dernier, les demandes de registre également qui ont été effectuées pour les dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Nous avons aussi considéré les remarques également des différents organismes, étapes de concertation, à la fois de Griffintown, Petite-Bourgogne, que démarre Saint-Paul. Et la conclusion pour les élus est à l'effet qu'on doit retirer cette résolution-là et mettre fin au projet actuel. Alors, ce sera proposé par moi-même et ce sera appuyé, je pense, par l'ensemble des membres du conseil d'arrondissement. Alors, c'est donc retiré. Un dernier petit point, ce sera 51.01. Alors, on va nommer M. Benoît Glorieux, qui est notre directeur des services administratifs, comme secrétaire d'arrondissement substitut à compter d'aujourd'hui. Alors, voilà, j'en fais la proposition et je serai appuyé de Mme Thiébaut.
Alors, voilà qui est fait. Alors, on assure la continuité de service. Alors, voilà, l'ensemble des points ont été traités pour aujourd'hui. Ça met fin à cette séance du conseil d'arrondissement. Je nous souhaite un excellent été. Dans le respect des mesures sanitaires, je sais que c'est intéressant de pouvoir s'épivarder, réussir à sortir, profiter de la vie foisonnante culturelle qui recommence, la vie sportive aussi qui ne cesse de nous étonner. Alors, je sais que tout ça est intéressant, mais il nous faut quand même ne pas baisser la garde, suivre les différentes instructions. Il y a des consignes claires, il y en a parfois des un peu moins claires, mais on peut toujours se renseigner sur les sites officiels pour être certain de faire les choses correctement. Alors, je nous souhaite et je vous souhaite un excellent été dans le sud-ouest et à Montréal. Il y a plein de choses qui s'y passent. Allez sur le site internet montréal.ca pour la section du sud-ouest. Vous verrez plein de choses intéressantes à faire. Il y en a pour tous les goûts. Personnes seules, en famille, les personnes aînées, les plus jeunes, des moins expérimentés, des experts. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a de la place pour des belles affaires faites correctement dans le sud-ouest. Alors, sur cette dose d'optimisme et avec le fait que nous avons certainement les meilleurs employés en ville, je vous souhaite un excellent été et une bonne fin de journée tout le monde. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée. Merci beaucoup tout le monde. Merci, bonne journée. Bon été à tous. Bon été, tout le monde.